Bonsoir, madame, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis, c'est exclusivement sur Equinox Télévision. L'actualité au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC, s'est emballée ces dernières semaines avec une polémique sur l'appel du secrétaire général à la formation d'un gouvernement d'union nationale autour de Paul Biya. Des jours après, notre invité, le docteur Balaguel Nkote-Pierre, revient sur cette affaire. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'évoquer avec lui l'Union des populations du Cameroun, les élections de cette année au Cameroun encore, la crise anglophone et les perspectives pour notre pays dans les jours, les mois et années qui viennent. Bonsoir, docteur Balaguel Nkote-Pierre. Bonsoir, Louis. Alors, vous êtes le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun depuis octobre 2017. Oui, c'est bien cela. À la faveur du congrès de votre parti. C'est ça, c'est bien cela. Vous étiez là, Equinox était là. Voilà. Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, comment est-ce que l'UPC se porte aujourd'hui, monsieur le secrétaire général? Bon, moi, à mon avis, l'UPC se porte très bien. Et la situation sur le terrain, on va très vite. Très vite, parce qu'en quelques mois, on a pu installer beaucoup de sections et de coordinations régionales. Les sections l'UDFEC, la coordination de l'UDFEC et de la JDC. L'UDFEC, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, la JDC, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Donc ça va très vite. Ça va très vite et très bien. Voilà. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a eu une polémique ces dernières semaines. Vous êtes intervenu chez l'un de nos confrères et vous avez déclaré au cours de cette émission que vous appeliez à la formation d'un gouvernement d'union nationale autour de la personne de Paul Biya. Alors, cela a été compris comme un appel en soutien à la candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle 2018, mais vous dites non, ce n'est pas le cas. De quoi s'agit-il exactement? Bon, moi, c'est pas le cas, c'est le cas. La situation, c'est que quand vous êtes un leader politique, vous analysez la situation, vous menez les troupes, vous allez, vous faites vos pas en sachant là où vous allez. Alors, donc on n'entre pas en politique de manière brutale et de manière imaginaire. La situation actuelle du pays, c'est que nous sommes dans un pays qui n'était pas comme ça avant, mais il y a des troubles. Oui. Et on peut même dire qu'il y a une guérilla dans le nord-ouest et le sud-ouest. À l'est, il y a des gens qui pénètrent de temps en temps, peut-être pour chercher du bétail et tout. On connaît ça. Et au nord, il y a la situation de Boko Haram. Bon, alors, dans ces conditions, les élections qui vont se passer sont des élections qui ne vont pas se passer dans tout le territoire national. Donc, l'analyse de la situation entre nous, les Camerounais, nous amène à une situation où les élections ne vont pas se passer très bien dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais si vous savez l'histoire de l'UPC, c'est que si Oumi avait accepté d'aller dans l'Union française avec le Cameroun oriental, peut-être qu'il aurait été chef de gouvernement, il aurait même été. Mais il a refusé. Il a dit qu'il faut tout le Cameroun. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'Union des populations du Cameroun. Tout le Cameroun. Maintenant, le Cameroun part de plus de 700 000 km². On saucissonne, jusqu'à rester avec les 475 et quelque chose que nous avons maintenant. Ça, suite à ce que nous avons eu au référendum. Oui. N'oubliez pas que le référendum, c'est au référendum qu'on a perdu ce qu'on appelle le Cameroun occidental du Nord, oui. Le Northern Cameroun. Alors, nous savons très bien que le résultat global aurait été en faveur de l'union de la zone anglophone qui s'alliait au Cameroun. Mais je vous pose une question, c'est vous qui me posez la question, mais qu'est-ce qui fait que un pays comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, savent très bien que ce pays s'appelait le Cameroun. Mais ils ont fait un référendum pour prendre un pays qui s'appelait le Cameroun, le relier au Nigeria, au lieu de le ramener au Cameroun.
Bon, alors, vous trouvez que ce n'était pas une manœuvre quand même? Mais c'était une manœuvre. Vous comprenez qu'à un certain moment, parce que les gens vont commencer à parler de la communauté internationale et tout ça là. Il faut voir là où les problèmes ont commencé. Bon, maintenant que nous sommes à l'intérieur des problèmes, l'union des populations du Cameroun, fondamentalement, est pour tout le Cameroun à la fois. Et donc participer à une élection où on sait que tout le Cameroun ne serait pas là, ça nous fait mal au cœur. Parce que c'est pour cela que les gens sont morts. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire puisque la situation est là? Une des solutions était, n'est-ce pas, de proroger les élections, de prendre toutes les mesures pour pacifier le pays et d'aller vers les élections présidentielles. Bon, maintenant, apparemment, la Constitution ne permet pas au président de la République de proroger la présidentielle. Bon, l'une des voies aurait été, pour un pays sérieux, d'aller vers un dialogue national et de mettre une plateforme de prorogation des élections. Parce que c'est notre pays. Mais c'est quand même la question du dialogue. On en entend parler beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vous dites vous-même un pays sérieux, donc vous supposez qu'il y a un manque de sérieux sur la question du dialogue? Oui, parce qu'à un certain moment, et les gens qui refusent, et les gens qui poussent vers le dialogue, il n'y a pas une plateforme d'entente. Parce que les gens veulent profiter du dialogue pour amener d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas discuter dans le dialogue, par exemple, parce que vous voyez qu'ils ne pourraient pas... Bon, il y a des problèmes parce que les gens, à un certain moment, dès que vous parlez de dialogue, eux commencent à mener le code électoral et tout ça. Un dialogue doit être sur un point précis. Dans le cas actuel des choses. Mais là, vous m'avez... Oui, non, vous aviez votre... vous m'avez dévié. Je disais donc que dans la situation actuelle, on ne peut pas proroger les élections. Moi, comment est-ce que l'UPC peut aller mettre les scrutateurs dans ces zones qui sont en trouble? Vous n'en avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens puisque la situation ne vous permet même pas de mettre les scrutateurs là-bas. Et puisque quand vous allez dans une élection, il faut que les gens soient là pour vérifier les votes en votre faveur. Vos propres gens doivent être là. Bon, dans la situation actuelle, tout compte fait, c'est que le président actuel va gagner les élections. Est-ce que vous ne savez pas une attitude de résignation de votre part? Vous êtes le secrétaire général d'un parti politique qui est le plus ancien du Cameroun et vous dites dans la situation actuelle, le président va gagner les élections. Mais moi, vous fondez sur quoi? Moi, j'ai fait une analyse avec vous. Je vous dis que si je vais maintenant dans le nord-ouest, je n'ai pas la possibilité de mettre les scrutateurs là-bas. Les scrutateurs, c'est les gens qui vérifient dans les bureaux de vote. Je ne peux pas. Dans le nord, ça sera même aussi difficile. Même dans une partie de l'Est. Donc, en réalité, pour dire, nous tous ne sommes pas préparés dans ces élections-là. Maintenant, on a un président, c'est un Camerounais. Et n'oubliez pas que nous sommes dans l'union des populations du Cameroun. Ce n'est pas mettre des Camerounais contre d'autres Camerounais. Bon, c'est un Camerounais qui est en train de diriger le pays. Il a l'expérience nécessaire. Et on dit que dans les conditions actuelles où il y a la guerre, tout ce qu'on veut, c'est la pacification de ce pays. Et la pacification du pays passerait par lui dire, ok, vous continuez, vous faites un gouvernement d'union nationale, tout le monde se rassemble autour de vous, on va vers un gouvernement de transition, on pacifie, avec la mission de pacifier le pays. Après avoir pacifié le pays, on peut donc organiser des élections dignes de notre pays, des élections sincères. Donc vous appelez, c'est une transition, ce n'est pas une élection qui aura lieu en 2018 dans ce cas de figure. Mais dans ce cas de figure, on me dit qu'on ne peut pas repousser les élections. Il y aura les élections. Et ces élections font que le président qui est en place, il doit passer les élections. On l'appelle à faire un gouvernement d'union nationale pour que nous tous on participe à la pacification du pays et au développement du pays pour que dans quelques années, on fasse des élections. Alors, est-ce que vous comprenez ceux qui vous font le reproche de vouloir absolument entrer dans le gouvernement? Quand vous les comprenez? Vous comprenez ces critiques? Bon, moi je comprends ces critiques, mais ce n'est pas de la politique. La politique, c'est de faire les analyses de la situation sur le terrain. Ils font la politique. Ils me disent qu'il faut un candidat
pour aller de l'UPC. C'est ce que votre présidente dit, par exemple. Madame Habib a dit qu'il faut un candidat de l'UPC. Un candidat de l'UPC, quand vous allez aux élections, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas la farce. Ce n'est pas les enfantillages. Quand vous allez dans une élection, c'est que vous vous préparez pour gagner ou bien pour avoir un bon score. Tout est moins. Vous n'allez pas dans une élection où, à un certain moment, vous faites de la farce là-bas. Pourquoi il dit ça? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il faut préparer les élections. Il y a de l'argent qu'il faut avoir. Et il y a les ressources humaines qu'il faut avoir. Nous avons un projet de société. Et quand la situation ne permet pas qu'on aille dans les élections, il ne faut toujours pas oublier que nous sommes tous des Camerounais. Quand la situation ne nous permet pas d'aller aux élections, on peut trouver un mécanisme pour que notre pays soit bien dirigé et qu'on aille dans le développement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Pour dire que bon, on veut être membre du gouvernement. Quand vous êtes membre du gouvernement, c'est pour travailler. Parce que derrière ça, les gens voient l'argent qu'on peut gagner en tant que membre du gouvernement, les avantages et tout ça. Mais on doit dépasser. On doit dépasser ce seuil aujourd'hui. Pourquoi? Quand on dit que tout le monde, si on fait un bon gouvernement d'union nationale aujourd'hui, cette situation va commencer à s'apaiser. Moi, je suis sûr. Mais ce n'est pas la seule solution, le gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas une panacée, le gouvernement d'union nationale, bon, monsieur le secrétaire général. Oui, ce n'est pas la seule solution. Ce n'est pas la seule solution. Mais c'est aussi l'une des solutions. Une autre solution, j'avais proposé ça dans une autre chaîne de télévision, c'est que c'est toujours ça ressemble un peu à ça, c'est le all-party meeting. All party meeting, on appelle les gens qui ont accepté de faire la politique. Tous les partis politiques sérieux, on donne les ateliers, on voit comment on peut sortir le Cameroun de cette crise. Malheureusement, toutes ces choses-là, ça arrive quand l'échéance de la présidentielle est là. Et si on pouvait encore avoir le temps, et si le gouvernement en place pouvait accepter, un all party meeting pouvait aussi trouver des solutions. Alors, ce que vous expliquez n'a pas forcément reçu l'assentiment au sein de l'UPC. On vous fait le reproche de n'avoir pas associé le comité directeur dans cette démarche-ci, d'être allé de l'avant comme si le parti était votre propriété. Non, mais je crois que cette analyse n'est pas bonne. Je ne dis pas qu'elle est fausse, elle n'est pas bonne. Parce que si vous allez dans l'ensemble des UPCistes maintenant, vous voyez 90%, 80-90% vont vous dire que le secrétaire général a raison. Il ne faut pas trouver certains autres prétextes pour dire que dans l'UPC, quand le chef du parti dit quelque chose, les gens vont dire le contraire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je vous invite vraiment, Guizo, je vous invite à venir dans nos réunions. Nous sommes en train de faire les installations. On ira à Douala, c'est là-bas la ville de contestation. On ira à Douala le 20. Vous viendrez, venez, parce que les situations sur le terrain, il faut avoir réellement savoir réellement ce que les gens disent. Vous venez avec nos militants, vous allez poser les questions, vous êtes des journalistes. Ils vont vous dire que, est-ce que le chemin que prend le secrétaire général, c'est un mauvais chemin. Maintenant, dire que le comité directeur ne l'a pas accepté, c'est pas ça. J'ai exposé ce problème au comité directeur parce que le rapport de politique générale du secrétaire général est toujours présenté au comité directeur. J'ai présenté un rapport de politique générale dans lequel j'invoquais effectivement les élections présidentielles et les autres élections. Et dans lesquelles je prenais cette option. Et on a dit que, après on a dit que le rapport a été adopté parce que nous avons une commission de politique générale. Le rapport a été adopté. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, on a fait une commission qui est dirigée par le secrétaire général et qui est chargée de la gestion de l'élection présidentielle. Ce n'est qu'avec cette commission que je travaille. Et on vient de faire une première réunion il y a 2 jours à la permanence du parti pour voir les voies et les moyens, parce que la politique, c'est les contingences. Si les choses changent avant les élections présidentielles, on change aussi. C'est comme ça, la politique, c'est les contingences. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un chemin, il n'y a pas moyen de changer.
Bon. Mais le désaccord persiste quand même. Avec la présidente Abiba, vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas des atomes crochus à l'heure qu'il est. En tout cas, moi, je ne vais pas jouer sur ce terrain parce que c'est un terrain de désordre. Bon, moi, je ne joue pas dans le terrain de la calomnie et de la médisance. Il faut jouer sur le terrain d'une politique franche. Parce que les gens sont habitués à dire que la politique, c'est les coups et tout ça. Là. Mais ce n'est pas ça. Hein? C'est pas ça. La preuve est que dans certains pays développés, quand vous commencez, on trouve que vous êtes un politicien qui n'est pas normal, on vous dégage. Même si vous avez par ailleurs des problèmes de votre famille, on peut vous dégager. Mais je voudrais dire que je ne sais pas quel est l'autre chemin qu'on propose et qui est politiquement réaliste. Je ne sais pas quel est l'autre chemin qu'on propose. Mais pour un parti sérieux, ça ne se fait pas. Tu dis ceci, l'autre vient dire cela. Il y a un problème de discipline? Mais bien sûr. Mais ça a toujours quand même été le talon d'Achille de l'UPC. C'est justement pour cela, parce que l'UPC c'est un vieux parti et les créateurs venaient d'un peu partout et ils sont morts. Chacun croit que c'est son parti. C'est vrai, tout Camerounais entre dans l'UPC, c'est son parti. Mais les partis qui sont là maintenant, et j'ai toujours dit ça, les créateurs sont encore vivants. Vous ne pouvez pas aller faire le désordre là-bas, ils vont vous dire que non, non, c'est pas comme ça ici. Mais ici, vous ne vous sentez pas investi de la même force qu'un Oumiobe, Félix Roland Moumi, Osenda Fana, ou encore Abel King. Vous n'avez pas la même force. Après les sentir, vous savez, il y a quand même la différence entre ceux qui ont créé et ceux qui ont hérité. Oui. Alors donc, quand vous êtes le père, vous avez vos enfants, vous avez vos enfants. Quand vous êtes là vous-même, vous dites que ça, voilà comment ça se passe. Mais quand les héritiers restent, ce n'est plus la même chose. Parce que nous tous, on ne sait pas ce qui va se passer après notre mort. Quand les héritiers restent, les gens commencent à discuter. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, on trouve la bonne tenue des choses. Et on dit que peut-être c'est celui-là. Bon, ça dépend des groupes sociologiques. Mais dans l'UPC, tout le monde est héritier. Et les gens viennent parler n'importe quoi. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les calomnies, la médisance et même de la jalousie. Voilà. Alors, mais c'est vrai que ce qu'il faut observer, c'est que quand vous dites qu'il faut un gouvernement d'union nationale autour du président Paul Biya, quelque part, vous excluez l'hypothèse de discuter avec un Maurice Kamto, par exemple, avec Akeremouna, avec Bernard Djonga, avec Hilaire Kamga, qui sont aussi candidats déclarés à l'élection présidentielle. Vous avez d'emblée exclu cette hypothèse. Il n'y a pas, pour vous, il n'y a que le RDPC. Alors, oui, mais moi, je suis clair. Est-ce que je ne vais pas contourner comme ça, là? Chaque fois que vous amenez le fédéralisme avec l'Union des populations du Cameroun, ça ne marche pas. S'il y a des gens qui sont dans l'Union des populations du Cameroun, parler sécessionnisme et fédéralisme, on peut parler avec eux. C'est pour cela que je dis qu'ils sont à l'intérieur comme des traîtres. Parce que l'Union des populations du Cameroun était panafricaniste. Tout à fait. Voilà. Donc on voulait faire les États-Unis d'Afrique. On n'était pas là pour faire la fédération au niveau du Cameroun. Alors quand vous venez maintenant, vous torpillez tout, vous voulez refaire une autre union des populations du Cameroun, autant créer un autre parti. C'est ça le problème. Pourquoi on ne s'allie pas aux autres? Parce que leur manière de voir le Cameroun ne nous plaît pas fondamentalement. Parce que oui, il y a le développement du pays, mais un pays a des fondements. Si vous allez mieux faut d'abord respecter les fondements avant d'aller dans le développement. Parce que si vous n'avez pas de fondements solides, même votre développement à moyen ou à court terme et à long terme peut vous faucher en route. Donc je ne suis pas avec les gens qui prônent le fédéralisme. Mais Maurice Kamto ne le prône pas quand même. Bon, alors, maintenant... Le MRC ne le prône pas le fédéralisme. Bon, mais maintenant, le MRC... Oui, vous n'avez pas discuté avec Maurice Kamto? Non, je n'ai pas discuté avec lui. C'est un nouveau parti. Oui. Je vois l'allure que ce parti prend n'est pas quand même la démarche de l'Union des populations du Cameroun. Vous savez, l'Union des populations du Cameroun, nous ne sommes pas dans les insultes. Nous ne sommes pas, je ne dis pas qu'ils insultent, nous ne sommes pas dans la contestation pour la contestation. C'est beaucoup plus la proposition des solutions. Et nous prenons toujours que tous les partis soient ensemble, qu'on discute pour le développement du Cameroun.
C'est pour cela que s'il y avait un parti unique au Cameroun, ça devait être l'Union des populations du Cameroun. Alors, vous avez fait cette proposition, et que vous répondez en face? Vous avez discuté avec le RDPC, après avoir déclaré qu'il fallait un gouvernement d'union nationale, vous discutez avec le RDPC? Vous avez vu qui? Le président de la République? Mais pourquoi vous volez cette information? C'est que les Camerounais sachent. Les Camerounais doivent savoir. C'est qu'un parti politique doit prendre des positions au cours des échéances. Qu'on ait discuté ou non, je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous avez vu le président? J'ai dit qu'un parti politique doit avoir une ligne politique. Quant aux élections présidentielles qui viennent en octobre. En octobre, oui. Oui, c'est bientôt. Nous n'en sommes pas si loin. Nous ne sommes pas si loin. C'est pour ça que, bon, même l'ambiance des élections présidentielles, vous ne sentez pas, à cause des problèmes que le corps électoral n'a pas encore été convoqué. Voilà, c'est parce que personne n'ignore que le pays est en difficulté. Bon, on fait l'appel de fonds pour les gens là. Bon, mais maintenant, ne pas discuter, moi je discute avec tous les Camerounais. Non, avec le président Paul Biya, vous discutez avec lui? Non, moi je... Et il vous appelle? Non, moi il ne m'a pas appelé. Et il ne vous appelle pas? Mais justement, quand vous dites que le président ne vous appelle pas, ça nous permet d'éclairer une situation qui a aussi fait une polémique, toujours en relation avec l'UPC, c'est la nomination des sénateurs. Et donc, M. Philippe Lequet a été nommé sénateur pour le Sud-Ouest par le président de la République, mais on a entendu quelques jours plus tard que c'était M. Bapolipot qui avait fait la proposition au chef de l'État. Qu'en est-il, monsieur le secrétaire général? C'est une... Écoute, Guy, c'est notre jeune sénateur, honorable, que nous respectons, juste après notre élection à la tête du parti, bon, il m'a appelé, il est venu me voir en me disant qu'il veut commencer à relancer les activités du parti dans le Sud-Ouest. Bon, nous avons essayé de réunir les moyens pour qu'il fasse ainsi, avec vraiment des moyens très sobres. Il est reparti dans le Sud-Ouest. Et à partir de ce moment, on était en contact. Je crois 3 ou 4 fois. Il est revenu me voir au bureau. Bon, à la veille des sénatoriales, je l'ai appelé pour lui dire de faire une liste. Alors, il a fait une liste, mais il m'a dit qu'il avait énormément de problèmes avec la pièce des impôts. Les impôts, oui. Parce que, à cause des problèmes qu'il y avait, les troubles, il ne pouvait pas faire toutes ces pièces-là. Il est revenu quand même avec un dossier, bon, qu'on a essayé, qui était incomplet. Bon, compte tenu de cette situation, on a marqué ses réserves. Nous sommes partis. Donc toute la nuit, on a fait une veillée à la permanence du parti. Je crois que voilà, il est parti là, vous l'avez vu. Oui, oui. Donc je les ai envoyés déposer les dossiers. Il a déposé les dossiers à l'ECAM. Bon, malheureusement, les dossiers du Nord et Adama ont été rejetés. Nous sommes restés avec 2 autres, les centres et les littorales. Bon, son nom était bel et bien là, comme tête de liste du Sud-Ouest. Bon, après j'ai fait une proposition de nomination des sénateurs sur les 10 provinces. Et son nom était d'ailleurs le dernier, la province du Sud-Ouest, par ordre alphabétique, que j'ai fait déposer à la présidence sur décharge, que je ne sais pas, j'avais ça ici. Bon. Qui vous avez demandé de faire la proposition? Le chef d'État vous avez consulté. C'est bien, c'est cela? Bon, quand vous parlez du chef de l'État... Enfin, c'est lui, oui, puisque de toute manière, les 30 sénateurs nommés ne sont pas le président de la République. Et on m'a demandé là-bas d'envoyer des noms. Je n'ai pas été en contact avec le chef de l'État. Je n'ai pas dit ce qui n'est pas bon, mais on m'a demandé d'envoyer les noms. J'ai envoyé les noms. Bon, on l'a nommé. Il se peut que lorsqu'on j'envoie les noms, je l'appelle. Je lui dis, envoie-moi exactement l'orthographe de ton nom. Il m'envoie ça par SMS qui est dans mon téléphone. Et puis, j'écris les noms. Et c'est ma secrétaire, moi je ne prends pas le prénom, je sais que c'est l'écrit. Bon, c'est ma secrétaire qui tape là. On va déposer. Bon. Donc, on a déposé, on le nomme.
Quand on le nomme, je l'appelle, il est très content, il doit venir chez moi. Immédiatement, samedi, je lui dis que non, ça ne vaut pas la peine. Reste là, tu viens lundi. Mais apparemment, pendant que je l'appelais, je lui ai dit que c'est bien toi que Philippe. Alors, apparemment, dit-il aux gens, le fait que j'avais appelé que c'est bien toi Philippe, bon, et il a cru que ça veut dire que je ne maîtrisais pas son nom. Ah ben, moi, je ne peux même pas maîtriser le nom de tous les machins. Donc. Mais je savais que c'est ma secrétaire qui m'a appelé que, bon, notre type, il a été nommé. Je l'ai appelé immédiatement pour... En fait, j'ai posé la question pour qu'on entre dans la... On a bien causé, mais après, il a été détourné. Bon, c'est des jeunes. Moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Bon, il m'a écrit une lettre là, qu'il est le sénateur de tous les UPCistes, que je suis un bon type, il ne veut pas qu'on ait les problèmes. Bon, jusqu'alors, j'ai cru qu'il a pris son chemin. Bon, peut-être il est là-bas au Sénat, il représente quel parti, c'est lui qui va dire. Il n'est pas venu vous voir depuis? Bon, depuis là, vous savez qu'ils ont fait l'agitation, là, ils allaient dans l'Union et que les... Oui, bah justement, qu'est-ce qui s'est passé à Ezeka? Il y a eu, apparemment, il y a eu quelques frictions là-bas. Vous n'étiez pas là, c'est pas... Moi, je n'étais pas là, mais les gens avaient marre de ça. Il n'y a pas de secrétaire général dans un parti politique. Là, quand vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas jouer un certain rôle. En philosophie, c'est simple, on disait les statuts et les rôles. Oui. Vous n'avez pas de statut, moi je ne peux pas quitter là maintenant, je porte une robe d'avocat, je m'en vais là-bas, je commence à plaider. Même le ministre de la Justice, il ne peut pas aller porter une robe d'avocat. Quand vous n'avez pas un statut, vous ne jouez pas ce rôle. Et là, il fait que quand vous êtes député de la nation, jouez le rôle de député. Quand vous êtes secrétaire général de l'Union des populations de Cameroun, on joue le rôle de secrétaire général de l'Union des populations. Malheureusement, il voulait jouer les deux rôles, c'est à quoi les populations de l'Union et lui ont dit que ce n'est pas comme ça. La première fois, la deuxième fois, et cette fois-ci, on lui a dit que dans ces conditions, vous ne descendez pas. Parce que ça va encore amener les... Alors, à l'heure actuelle, depuis que vous avez été élu, on a eu l'occasion, juste au moment de votre élection, en octobre 2017, de vous poser la question de savoir ce qu'il en était du cas Bapolipote. Est-ce qu'il est venu vous voir depuis? Non, moi, je l'ai appelé par 2 fois. Bon, il n'a pas... Et puis, il y a un autre grand frère qui a fait la médiation. Il n'a pas Toujours voulu. Pas accepté. Bon, parce que je l'appelais parce qu'il est député. Bon, c'est un brillant député. Il peut... Quand vous avez des cadres comme ça, vous ne pouvez pas... Les mettre à côté. Mais quand il ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Mais le parti doit avancer. Parce qu'après, les mandats finissent. Alors, vous n'allez pas le réinvestir, puisque c'est vous qui avez investi pour les législatives 2019. Vous n'allez pas le réinvestir dans les conditions actuelles. Bon, comment on va investir les gens? Oui. Justement, les gens vont aller dans leur localité et on va choisir les candidats. C'est-à-dire, il y aura des primaires. Il y aura des primaires. Oui. C'est ça, et je dis ça à toute occasion. Vous n'allez pas faire des listes, vous ferez quand même des arbitrages, monsieur le secrétaire général. Oui, les arbitrages seront au niveau où on sait que peut-être celui-là, il a fait la corruption. S'il a corrompu, les militants qui devaient le lire, on l'écarte. Ou bien si on sait qu'il a des antécédents qui peuvent nous disqualifier la liste, on va le faire. Ou bien si on sait qu'il est là mais ne peut pas passer les élections, mais c'est lui qui va passer les élections. Donc, dans le cas de figure actuel, qu'est-ce que vous suggérez, la démarche que vous suggérez au député Bapolipote, c'est laquelle? Vous lui demandez de faire quoi? Mais comme tout le monde, il va aller chercher l'investiture à la base. Hein, donc, par exemple, je dis clairement dans l'Union que c'est divisé en 3 blocs. Les 3 blocs correspondent aux 3 candidats. Donc, il vient dans son bloc qui est Matombe, Macaque, Bodiok. Si on le choisit là-bas, c'est tant mieux. Il est dans la liste. Ça veut dire que si on le choisit là-bas, ça veut dire que les populations vont le choisir. Mais si on ne le choisit pas, il n'est pas dans la liste. Mais vis-à-vis du parti, vous demandez quand même qu'ils viennent vous voir. Il y a une démarche à suivre encore à cette question des disciplines. Oui, mais à un certain moment, on ne peut pas quand même focaliser tout le parti sur un individu. Oui. Ben, c'est un petit frère. Vous savez que nous sommes dans... Oui. Le même sous-clan. Oui, donc, à un certain moment, ces choses-là finissent toujours par s'arranger. Parce que ce que je vous dis,
d'expérience d'homme que je suis, quand vous trouvez des gens qui sont proches, à un certain moment, n'entrez pas là. Ah oui. Parce que quand ils se réconcilient toujours. Oui. Et ça, j'ai vu ça avec ma belle famille et ma propre famille. Donc je crois qu'il y aura un moment où on va s'asseoir et on va parler en frère pour lui dire que c'est mon petit frère, pour lui dire que voilà le chemin. Parce qu'en réalité, son problème, c'est qu'il n'était pas avec nous dans le parti. Ah oui. Il venait d'un autre parti. Ouais, bon, les nominations au ministère, là où il était conseiller technique, ont fait que quand ton chef est dans le parti, tu le rejoins dans ces partis-là. Donc, alors, mais les mécanismes, quand tu rejoins le parti au sommet, les mécanismes de fonctionnement du parti peuvent t'échapper à un certain moment. Et il faut être humble pour le savoir. Voilà. Donc, nous souhaitons justement que vous remettiez de l'ordre dans cette situation-là. Nous avons commencé à évoquer les élections. Nous allons y rester un peu, un instant. Qu'en est-il? Les élections législatives ont été repoussées, ajournées avec la prolongation du mandat des députés d'une année supplémentaire. Quel est le commentaire que cela vous inspire? Bon, mais je vais rigoureusement. Vous voyez, moi j'ai suivi certains membres du gouvernement dire qu'on a repoussé les élections législatives à cause de l'insécurité. Oui. Vous comprenez? Donc vous revenez un peu sur ce que je vous disais sur les élections présidentielles. Donc à un certain moment, vous comprenez que les raisons pour lesquelles on a prolongé les élections législatives devraient être les mêmes raisons pour les présidentielles. Mais on est passé de l'autre côté. On a dit que c'est parce que la Constitution ne permet pas et qu'il n'y a aucun autre mécanisme. Bon, sauf un mécanisme nationaliste. Bon, maintenant, ces élections sont repoussées. Bon, moi, j'ai été conseiller municipal. La première fois, au lieu de 5 ans, j'ai fait 7 ans. Oui, tout à fait. La deuxième fois, au lieu de 5 ans, j'ai fait 7 ans. Ça veut dire que j'ai été conseiller municipal pendant 14 ans de l'UPC dans ma zone natale. Donc, mais ça là, je crois que les députés, ils sont contents parce qu'ils vont continuer à être députés avec tout ce que ça a comme avantage. Certains partis politiques et certains cadres politiques, ça leur donne encore le temps d'affûter les armes pour mieux se préparer aux élections législatives. Et l'un des avantages que je vois, c'est que vraiment avec une certaine mesure politique, avec une certaine foi dans ce que nous faisons, nous risquons avant ces élections d'endiguer le problème de la crise anglophone. Bon, ça nous donne quand même du temps. C'est-à-dire que d'ici 2019, on aura d'une certaine manière résolu le problème de la crise. On peut trouver des solutions. Pour moi, c'est la seule chose, c'est le seul avantage que je vois en la prolongation de ces élections, politiquement parlant. Parce que si vraiment on réunit nos intelligences, notre sagesse, pour solutionner ces problèmes afin d'aller aux élections législatives, ça serait très bien bon. N'oubliez jamais qu'il y a un seul président, mais il y a beaucoup de députés, beaucoup de maires et beaucoup de conseillers. Et sont les élections, c'est ces élections-là qui sont les plus importantes. Alors justement, on a repoussé. Est-ce que l'UPC, si ce scrutin s'était tenu, l'UPC aurait été prête quand même pour les législatives? L'UPC aurait été prête? L'UPC aurait été prête. Sauf que le problème se poserait toujours dans les autres zones. Dans les zones anglophones, voilà, c'est ça. Et donc, l'année prochaine, vous espérez pouvoir mieux vous pouvoir pour ce scrutin-là? Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Parce que ce n'est pas bien, en réalité, qu'un parti politique ait les 92%, 80%. Ce n'est pas bien. Dans la démocratie vraie. Vous dites que ce n'est pas bon pour le NDPC? Oui, dans la démocratie vraie, quand vous commencez à avoir les 75%, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas normal. Soit vous avez les mécanismes pour empêcher les autres de réussir, soit que
Parce qu'un parti ne peut pas être Dieu. Hein? Donc, soit vous avez des mécanismes pour empêcher les autres de réussir, soit les autres ne se sont pas présentés aux élections. Mais, dans une gestion réelle des affaires, quand vous avez une majorité, ça doit être vers les 60%. Quand vous commencez à dépasser 75%, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour cela que je pense que les partis se préparent. Il faudrait remanier un peu le code électoral, parce que maintenant, là, on dit que c'est le rapport de l'ECAM qui fait foi. Ça veut dire que même avec vos scrutateurs et tout ça, là, bon... Mais c'est le rapport de l'ECAM qui fait foi. Bon, maintenant, les gens qui disent que c'est la même personne qui nomme les gens à l'ECAM et tout ça, là, est-ce qu'ils ont tort? Non, pas tort. Donc ces choses-là... C'est ces sujets-là dont vous discuterez dans le gouvernement d'Union nationale, c'est justement ces sujets-là. Parce qu'il faut assainir le climat politique pour que celui qui est politiquement fort gagne. Il ne faut pas que les gens gagnent parce qu'ils sont là. Et qu'ils ont les textes qui les protègent. C'est ça le vrai problème. Quand vous avez des textes qui vous protègent et vous gagnez, vous faites comme on disait au secondaire, à vaincre sans prix, donc triompher sans gloire, avec Racine et tout ça. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça. Donc, justement, mais les élections, en dehors de ces législatives, on n'a pas parlé encore des municipales, mais les présidentielles sont là. J'évoquais avec vous tout à l'heure quelques autres candidats. Pour vous, c'est acquis. Paul Biya sera candidat. Bon, moi, je ne suis pas dans le LDPC, mais quand je vois les appels à la candidature et tout ça, je crois qu'il sera candidat. Mais s'il n'est pas candidat, la donne va changer. La donne va changer. Et l'UPC va s'adapter aussi. Bon, je vais vous faire une anecdote, hein, si vous voulez, très bien. Alors, la tortue avait sa mère qui était très malade. Et puis, la tortue a dit, comme je suis très lié à ma mère, si ma mère meurt, on va nous enterrer ensemble. Maintenant, bien entendu, la mère est décédée. On a commencé à creuser la tombe. Alors, la tombe, plus la tombe avançait, la tortue venait, regarde la tombe, et elle dit, plus la tombe avance, je regarde la tombe, plus elle avance, moi aussi je vais changer les idées. Alors donc, plus la tortue a vu que maintenant c'est la réalité ici. Oui. Bon, je vais changer les idées. Donc le problème qui se passe en politique, la politique c'est un peu ça. Mais si les choses sont dans la ligne que vous avez tracée, vous continuez. Vous continuez. Et je vous ai dit, la perception de ce pays où on croit que il y a des Camerounais d'un genre et des Camerounais de l'autre genre. C'est faux. Parce que les mêmes problèmes, vous m'avez posé le problème, par exemple, des distensions au sein de l'Union des populations du Cameroun. Qui vous dit que ces partis-là, dans 20 ans, n'auront pas les mêmes? Parce que ce sont les mêmes Camerounais. C'est les mêmes Camerounais qui se recrutent ici. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient à l'UPC, qui sont dans le RDPC, d'autres dans le RDPC qui sont maintenant à l'UPC, d'autres viennent de MRJC et tout ça là. Donc, c'est les mêmes Camerounais. Il faut toujours avoir en tête que même les partis qui en face, ce sont les Camerounais. Il ne faut pas dire que ce sont des Camerounais d'un genre. Et que si on met la machine en marche, et on met une bonne structure de gouvernement, et on met un gouvernement d'union nationale qui impose une certaine manière de faire, les gens vont changer de comportement. Pour changer un pays, ce n'est pas une affaire de qu'on dit que... J'ai entendu les gens dire que oh, dans ces pays-là, vraiment, même dans 5 ans, on va pas, les gens ont les mentalités. C'est faux, Guy. Il n'y a pas question de mentalité des gens. Moi, le délégué de la sûreté est venu ici tout le temps. Moi, quand j'allais au travail, j'avais des contrôles, au moins 4 contrôles en route, en quittant de Mendong jusqu'en Colbison. Mais quand il est venu, il a dit qu'il n'y a pas de contrôle. Le lendemain, il n'y a plus. Quand il y a un chef, il y a un chef. Si on parle de la corruption, si un chef est là, il dit que la corruption, ça va finir. Il n'y a pas question, ce n'est pas génétique. Il n'y a pas l'ADN de corruption et tout ça là. C'est que quand quelqu'un est quelque part,
ça finit, vous avez votre structure ici, là. Si le chef dit que c'est comme ça que vous allez faire comme ça. Hein? C'est que, par exemple, il y a des problèmes, les gens, on affecte les gens de loin, ils ne peuvent pas rejoindre les services. Il suffit de dire que, bon, dans le cadre de la décentralisation, il faut affecter les gens là où ils peuvent accéder facilement. Et comment est-ce qu'on va recruter les gens pour ne plus avoir les problèmes d'affectation? Faites les concours par région et même par département. Vous ne pouvez pas faire un concours national et puis peut-être une seule tribu ou deux tribus ou trois tribus se retrouvent dans cette école-là. Et à un certain moment, vous voulez que les autres fassent quoi? Chacun veut voir un magistrat chez lui, chacun veut voir un commissaire de police, un enseignant, un professeur d'université, bon, un docteur en médecine et tout ça là. Quand vous voulez concentrer tout ici, c'est là où le problème se pose. Vous voulez concentrer tout ici, et dès qu'on lit les listes, on commence à lire les mêmes noms. Ça ne marche pas. C'est en réalité les choses là qu'on doit s'asseoir pour essayer de clarifier là. La politique n'est pas très difficile. Ici, il faut seulement de la bonne foi. Oui. Alors, on reviendra, justement, c'est le cas que vous évoquez, on reviendra lorsqu'on évoquera la crise anglophone tout à l'heure avec un certain nombre de frustrations qui en émanent. Alors, justement, restons dans les élections présidentielles. L'élection présidentielle, je vous demandais si vous pensiez que Paul Biya serait candidat. Vous m'avez dit que vous n'êtes pas du RDPC, bien. Même si vous, par ailleurs, vous soutenez que s'il était candidat, il remporterait cette élection naturellement et que vous appelez un gouvernement d'union nationale autour de sa personne. Alors, les autres candidats, qu'est-ce qui vous inspire? Maurice Kamto, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas rencontré, c'est cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, pour dire la vérité, bon, je ne me suis pas trop intéressé à sa politique. Tout à fait. Parce que les nouveaux partis sont bien. Mais quand vous êtes dans un vieux parti comme nous autres, à un certain moment, vous avez un peu de la distance vis-à-vis des partis qu'on crée nouvellement. Il n'y a que ça. Oui. Vraiment, moi, je suis pas, on n'est pas dans notre, c'est pas moi seul, mais dans notre secrétariat, dans nos structures, les gens ne sont pas très intéressés. Mais vous avez quand même, bon, alors en termes de durée, l'OSDF est plus ancien que le MRC maintenant. Oui, c'est ça. Alors lui, il a quand même été aux avant-postes dans les années 90, il a pratiquement un peu moins de 30 ans, et il a un candidat. Frunzi a passé la main, c'est quand même un événement. Oui, Frunzi qui ne s'est pas porté candidat, il était candidat depuis 92, il a passé la main, ce n'est pas le cas ailleurs. Qu'est-ce que cela vous... Bon, c'est une bonne démarche. Bon, moi je ne suis pas dans leur stratégie. C'est un parti qu'on connaît au Cameroun. Bon, on me dit, je ne suis pas sûr, j'ai suivi beaucoup de PCC parler de ça, que c'est un parti qui était d'ailleurs un peu au départ créé par les UPC, on m'a dit, ils étaient là-dedans, j'ai entendu. J'ai vu beaucoup d'émissions passer. Et je crois que je ne sais pas si c'est ailleurs qu'on a parlé avec le professeur Tekam. Oui, Jean-Michel Tekam. Jean-Michel Tekam. Il y a des Toumasa, il y a Tchumbangang, tout ce qui disent qu'ils étaient là à la création de SDF. Ça veut dire que c'était un fonds nationaliste, vous comprenez, parce que tous ces partis-là ont toujours quelque chose de l'UPC. Donc, le SDF est créé ainsi. Mais tous ces derniers temps, nous ne sommes pas d'accord avec la dérive fédéraliste. Nous ne sommes pas d'accord avec ça pour le moment. Pas que ça ne soit pas pourquoi vous refusez le fédéralisme? Vous avez quoi contre le fédéralisme? Je vous ai dit fondamentalement qu'il faut l'union des populations. On reste dans nos fondements. Parce que quand vous êtes héritier d'un parti, les gens sont morts pour une cause, vous pouvez vous-même disparaître. Il faut faire attention avec ce que les gens ont fait, parce qu'ils ne faisaient pas ça comme ça. C'est l'histoire. En tout cas, ce n'est pas très différent de faire une bonne décentralisation. Il ne faut pas seulement... Oui, mais c'est peut-être le nom qui fait peur, alors finalement. Bon. Entre décentralisation et fédéralisme, si on venait aux régions, à faire des régions... Le problème, c'est qu'il ne faut pas aller devant, vous allez derrière. C'est ça le problème aussi. Vous avez fait une marche avant, pourquoi vous voulez retourner derrière? Parce que là, c'est comme si on était encore au début des années 60, 61. Bon, moi,
Moi, je travaille qu'avec les anglophones. Oui. Pour vous dire la réalité, vous voyez, mon chauffeur, c'est un anglophone. Oui. Bon, celle qui est Votre secrétaire. le secrétaire, l'assistant à l'UPC, c'est un anglophone, vous avez vu l'autre jour. Et puis, dans mon ONG où je suis directeur, la recherche, c'est une anglophone. Alors, donc, je connais, et il faut dire aussi que mon ONG s'est basé à l'Université de Londres. Donc, je connais très bien ces gens. Ils ont leur manière de faire les choses. Et parfois que ça me plaît, c'est pour cela que je suis avec eux. Mais je constate que cette histoire d'intégration, ça a réussi. L'intégration a réussi. Oui, ça a réussi au Cameroun, oui, individuellement parlant. Expliquez-nous ça. Oui, ça a réussi parce que quand vous allez à Boumiéville, vous voyez comme les anglophones qui viennent là, même avec cette crise, oui, ils viennent ici, il y a des gens qui se déplacent du nord-ouest, ils viennent ici là. Mais ils arrivent dans des... Vous ne sentez pas comme si on faisait que c'était des étrangers. Quand vous allez à Boumiéville, ils sont là, nombreux. Quand vous allez dans le Nyongkele, ils sont là. Vous allez dans la Sanara maritime, on est là avec eux. On est là avec eux. D'ailleurs, mon chauffeur, on le réclame, on lui dit qu'on veut te donner le terrain au village. Pourquoi tu ne retournes pas là-bas? Donc, on a tellement... regardez si à Yaoundé, tous les quartiers comme... Biémassi et tout ça, on est en train de vivre ensemble, et mieux ensemble, pas les slogans politiques qui est là dehors, mais on est là ensemble, on fait des choses ensemble. On pouvait continuer à avoir, et même, on devait même avoir les problèmes ensemble. Les problèmes, c'est nos problèmes. Donc, quand vous voulez, vous avancez, vous êtes la même chose, et vous retournez pour dire que non, on doit encore... Chacun doit être ici. Et le problème, il est où? Dans cette crise actuelle, la crise anglophone, où est le problème? On est déjà là. Oui, on y va. Voilà, puisque vous avez parlé d'intégration, on donc, peut y aller. J'ai dit ça dans une autre chaîne à la CR TV, et je répète ça pour dire que si vous étiez encore jeune, on avait un livre d'histoire, c'était l'histoire contemporaine, oui, avec une couverture bleue. Et dans l'histoire contemporaine, il y avait la Première Guerre mondiale, la crise de 1929 et puis la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve dans la Première Guerre mondiale, les titres c'est la Première Guerre mondiale, les causes lointaines et les causes immédiates. Alors, les causes immédiates, c'était l'attentat de Sarajevo. Et donc, vous savez que c'est les Turcs ottomans qui tuent les princes héritiers et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui pouvait créer une guerre de cette ampleur-là. Il y avait les causes lointaines, parce qu'il y avait le problème de Germanie qui était avec les Slaves dans les Balkans et les nationalités dans les Balkans. Et donc, c'était les causes lointaines. Dans le problème anglophone, il y a les causes immédiates et les causes lointaines. Vous voyez maintenant qu'on a résolu les causes immédiates, mais ça a réveillé les causes lointaines et la crise des mœurs. C'est pour cela que la leçon ici, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, il faut regarder ça de manière froide et objective. Les causes immédiates, c'était quoi? Le common law. L'éducation, le système éducatif. Et puis le problème de l'université de Boya. Voilà les causes immédiates. C'est des choses qu'on sait qu'on a une constitution qui dit que nous avons réformé l'éducation, réformé les lois et tout ça là. On aurait pu laisser avec le common law. Maintenant qu'à l'ENAM, il y a une filière de common law. Vous voyez, on est en train de rattraper ce qu'on aurait pu faire immédiatement. Maintenant, ça a fait, les gens défilent, bon, on les fait asseoir les gens par terre et tout ça là. Maintenant, dans le système éducatif, c'est la même chose, on devait reconnaître. On reconnaît ça, c'est rien. Il faut, quand on dit le vivre ensemble, il y a la diversité là, derrière. Quand vous dites même vivre ensemble, ça veut dire que vous savez que nous sommes différents. Alors, le problème qui s'est posé, là, on a résolu le problème de l'université de Boya. Je crois qu'il y avait un problème de 10 000 francs là. Des choses comme ça là. Et puis dans la banque, tout est résolu, mais il restait les causes. Les gens sont donc revenus
sur la partition du Cameroun, nous on parlait anglais, on fait ceci et cela. Et ils sont revenus et ils s'arrêtent justement à ce niveau. En 1961. Oui. C'est pour cela que, de tout temps, l'UPC rappelle que l'histoire du Cameroun ne commence pas là en 61. Ils ont oublié qu'on avait un pays qui avait plus de 700 000 km² et que c'est ce pays qui s'appelait le Cameroun. Et qu'à force de saucissonner ça, le pays ne fait que se rétrécir. Et on va où? Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui est dans le fond? Le fond était des problèmes socio-économiques. Les gens se disent que, bon, comme nous ne parlons pas le français, on ne nous donne pas ça, on ne donne pas ça, on ne donne pas ça. Donc, on s'accroche sur une raison pour poser les problèmes socio-économiques, qui malheureusement deviennent des problèmes politiques et engendrent des troubles. Parce que quand ils font les troubles, ils disent qu'on n'a pas ça, on n'a pas ça, on ne nomme pas ceci, on ne nomme pas ceci, on ne nomme pas cela. C'est ça. Et ce pays, dès qu'on nomme un ministre, il va chez lui, et un DG, il va chez lui pour faire la fête. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pour les gens qui l'ont nommé, mais ça peut frustrer aussi les gens qui sont à côté. Et quand vous allez 3-4 fois chez vous, quand vous avez nommé les gens qui n'ont rien vous regardent à la télé et que c'est vous qui avez les médias, vous montrez comment les gens vont chez eux, ils font les fêtes, ils promettent les choses. Alors que... Donc, je ne dis pas que c'est tout simplement pour les anglophones, mais vous comprenez que, politiquement parlant, c'est ça qui a amené que... Maintenant, c'est aussi facile à résoudre. Dire fédéralisme, dire ceci là, bon, c'est une forme de gouvernement, mais nous sommes des Africains. Nous savons aujourd'hui que chaque localité a ses propres problèmes. Chaque localité ayant ses propres problèmes, la décentralisation est la voie qui résout ça. Même nous qui sommes dans le centre, je ne sais pas si vous êtes dans la Léké, voilà. Les problèmes de la Léké ne sont pas exactement les mêmes problèmes que l'Union Ekele. Mais davantage, les problèmes du centre peuvent être à peu près les mêmes, mais sans que ce soit les mêmes problèmes que les problèmes de l'Ouest. Alors, donc, décentraliser et dire qu'il y a quelqu'un qui est à Yaoundé, qui va tout faire. Et dans la loi de la décentralisation, ils ont mis une petite phrase là que le transfert des ressources n'est pas exclusif. N'est pas exclusif, ça veut dire que vos 100 millions qui sont ici, qu'on devait envoyer à la Léké, peuvent être gérés à partir du gouvernement, de pouvoir central. Et c'est ça qui crée problème. Et donc on doit changer ça. On met plutôt une exclusivité. Quand on envoie à la mairie de Monatélé, à la mairie de Kolofata et tout, l'argent là doit aller directement là-bas, ils gèrent ça. Bon, c'est à quoi on va vous opposer qu'il n'y a pas les ressources. Oui. Mais et tous ces fonctionnaires qu'on recrute, qui sont dans les ministères. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut recruter même les gens dans les localités. Dans les localités, et puis les envoyer pour travailler. Et mieux vaut perdre de l'argent qu'avoir une guerre. Oui. Mieux vaut perdre de l'argent qu'avoir une guerre. Donc, c'était cette option de décentralisation qui a été mal menée, qui crée les problèmes. Alors donc, pour vous, il faudrait répondre à la crise anglophone par la décentralisation. Ça va résoudre le problème. À l'heure qu'il est, vous pensez que ce serait une bonne réponse? Mais tout simplement, oui. Quand les gens revendiquent, ils disent que leur problème c'est que les autres nous n'avons pas. Sans que ce soit vrai, et c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ils continuent à vous dire que bon, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, c'est pour cela qu'on part. C'est pas ça. Donc il faut être... Et donc, comment faire que on sente que tout le monde a ce qu'il doit avoir? Bon, moi, à l'installation à SDK, pas l'installation, c'était l'inauguration d'une... vous étiez là d'ailleurs. Alors, donc, j'étais un peu surpris, le DG fait comme... Oui, il disait des choses. Des choses, il envoie, il y a beaucoup d'argent qu'on a envoyé au nord-ouest et tout ça. J'étais un peu... J'étais un peu surpris d'ailleurs, et agréablement surpris pour le dire. Donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que non seulement que cet argent doit y aller, parce que quand les choses viennent
de le gouvernement. Personne ne sait. Mais quand c'est là entre eux, on sait qu'il y a 900, on nous a parlé de 900 millions et tout ça. Oui. Si c'est là, tout le monde sait qu'il y a eu 900 millions. Personne ne sait ça. On aurait qu'il y avait eu ça. Si c'est là, on envoie ces 900 millions, on sait qu'on a voté ça là. Les populations peuvent s'assurer du suivi. Bon, mais si quelqu'un reçoit son argent du gouvernement ici, bon, il y a le ping-pong, personne ne sait ce qu'il a reçu. Donc vous voyez, ces choses-là sont des choses qui sont un peu délicates à parler, mais c'est les choses de notre pays, c'est les problèmes de notre pays. Il faut en parler. Il faut en parler, surtout vous les journalistes, il faut soutenir les politiciens dans leur voie pour régler les problèmes qui se posent au pays. Pas parce que pas les gens qui viennent faire les polémiques sur les plateaux. Alors, monsieur le secrétaire général, sauf qu'en attendant, il y a une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a beaucoup de morts. Hein. Il y a des soldats qui sont assassinés, des populations civiles qui sont elles-mêmes en fuite pour la plupart. Il y a d'ailleurs le gouvernement a lancé un plan d'urgence humanitaire pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure qu'il est pour déjà au moins arrêter les combats et trouver la solution pour que le calme revienne, pour que la situation revienne à ce qu'elle était auparavant? Bon, j'insiste sur le fait que la solution doit être entre les Camerounais. Alors, dans l'option de l'ONU qui va envoyer des équipes sur le terrain, vous ne croyez pas que ce soit la bonne? L'ONU ne doit pas se mêler de ça. Je ne vais même pas parler de l'ONU. Mettons à côté, mais parlons de ce qu'on appelle la communauté internationale. Absolument. Alors, la communauté internationale, les gens croient que ça veut dire que le pays qui est concerné n'est pas là-dedans. Si c'est international, c'est que lui-même, le pays est là-dedans. Mais je vais vous dire une chose. Bon, moi j'enseignais, j'avais mes étudiants, on s'amusait, je l'ai dit hier à l'installation de notre coordinateur régional du centre. Quand vous regardez l'option du monde, la communauté internationale, sachez une chose, on va vers une option écologique. Et l'option écologique veut dire que elle est antidémographique. Oui. Ça veut dire qu'il faut il faut mettre moins de pression sur l'environnement. Donc du coup, il faut moins de personnes. Il faut moins de personnes. Oui. Parce que nous sommes là à 7 milliards, plus de 750 millions d'habitants dans le monde. Et la pression de la Terre fait que, compte tenu d'ailleurs même de la fonte des glaciaires avec le réchauffement de la planète, la pression fait que on se dit que lorsqu'on dépasse légèrement les 10 milliards d'habitants, on ne peut plus suffire. Parce que là, il faut nourrir les hommes, les animaux et tout ça. Et donc, les gens qui regardent loin, les scientifiques, sachez que derrière la communauté internationale, il y a une pression scientifique. Absolument. Alors, les scientifiques, ils te disent, et c'est vrai qu'à un certain moment, on ne peut plus. Parce que quand dépasser le seuil de tolérance. On va dépasser le seuil de tolérance. Les surfaces cultivables ne vont plus suffire pour nourrir les humains. Sauf à faire des rebelles et des comprimés qu'on avale quand on a faim. En termes de nourriture. Oui, sauf à faire ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les autres pays font tant bien que mal de réduire les naissances. Dans les pays où les taux de natalité comparés à augmenter, si vous créez les guerres, chez vous, elles risquent d'être, et je dis ça clairement, les bienvenus pour diminuer la population. Elles risquent d'être les bienvenus pour diminuer la population. Parce qu'il y a des gens derrière qui peuvent leur dire que laissez-les s'entretuer 100 000 personnes, ça nous fait moins d'en multipliant par les enfants qu'ils auraient dû faire. Ça nous fait. C'est pour cela que quand vous entrez en guerre, c'est difficile de vous en sortir. Surtout quand la guerre est interne. Le Soudan a fait combien d'années? Qu'est-ce qui se passe là en Syrie et en Libye? On est là, on tourne, jusqu'à ce qu'à un certain moment, quand on va amener la solution, ça sera trop tard. C'est pour cela qu'au lieu d'attendre, j'ai dit que les Nations Unies ne sont pas là, mais je vous dis, la réalité, et vous-même vous percevez ça, c'est que si vous vous laissez vous-même, quand vous diminuez votre population, on peut vous laisser diminuer la population. On peut vous laisser diminuer la population, on fait les réunions et tout, pendant que... Oh, la bonne diminution de la population, c'est qu'à un certain moment, vous vous asseyez, vous dites que, bon, ça suffit comme ça, vous mettez des mécanismes
normaux qui font en sorte que les gens aient comment on appelle, un planning familial et que les centres soient limités. Mais si vous dites là que la communauté internationale va faire ceci, bon, c'est pour ça que les guerres vont durer, ça élimine des populations. Donc c'est pour cela que nous, en tant que Camerounais, on doit s'asseoir. On s'est dit, bon, les gens sont en prison, ils ont fait ceci, on fait une commission de pacification du pays. Je sais que quand un gouvernement est sur place, le gouvernement, tous les gouvernements, ce n'est pas seulement le gouvernement Cameroun, aiment la méthode forte. Parce que sinon, le gouvernement risque d'apparaître comme faible. Mais malheureusement, ce n'est pas la solution. La loi de la nature, c'est que la force amène l'ordre, mais n'amène pas la paix, nécessairement. C'est ça la loi de la nature. Vous pouvez dire à votre fils, ne faites plus ça, ne faites plus ça. Mais quand vous avez causé avec lui, vous pouvez faire la paix. Et c'est ce qui amène la paix, nécessairement, c'est que les gens s'asseyent ensemble, ils dialoguent ensemble, disent que bon, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Vous faites alors, vous dites justement au sujet du dialogue, vous dites dialogue, mais vous avez dit tantôt aussi que des gens voulaient ramener d'autres choses dans ce dialogue. Comment voyez-vous ce dialogue-là? Parce que le gouvernement affirme que le dialogue est en cours. Oui. Vous qui pratiquez l'anglais et qui êtes plutôt en cours de ce côté, le ministre Atanga Dieng dit que le dialogue est ongoing. C'est-à-dire qu'il est en cours, c'est ce qu'il a utilisé bon, comme le expression. ongoing dialogue. Est-ce que c'est bien cela? Parce que ce n'est pas la même compréhension pour tous finalement. Alors, si le dialogue est en cours, oui. Moi, il y a des résolutions, je crois que c'est au nombre de 16, si je ne me trompe pas. Tout à fait, de la commission, de la commission qui est revenue du terrain, oui. Bon, il ne faut pas qu'on tourne sur place, qu'on fasse la même chose, qu'on ait les mêmes propositions. Le dialogue ici, c'est uniquement comment est-ce qu'il faut pacifier la zone. Donc, alors là, ce genre de dialogue, il y a les politiciens d'abord. Ce n'est même pas un dialogue. Moi, je parle d'un all-party meeting. Parce que quand un mot ne sonne même plus bien, mieux vaut le mettre à côté. On va dire qu'il faut des concertations. Il faut une concertation politique de haut niveau. Bon, où les gens s'engagent. Moi, je vais faire ceci. Moi, je fais l'union des populations est là pour attendre ça. On peut s'engager, aller sur le terrain et expliquer aux gens, parce que bon, maintenant que les gens sont de là-bas, sont braqués un peu contre le LDPC, bon, quand vous avez les problèmes dans votre famille, avec votre femme, si ça ne va pas mieux, vous appelez les autres pour venir arranger ça. C'est comme je vois ça. Parce que le mot dialogue, là, les gens prennent ça parfois comme faiblesse, parfois on ne met même pas les termes de dialogue. On dialogue pourquoi? C'est pour cela qu'il faut un seul point à l'ordre du jour. On convoque les partis politiques. Ce n'est pas une affaire difficile. On dit que voilà la solution que nous proposons. Bon, l'une des solutions, par exemple, moi je crois qu'il faut rapidement une commission de pacification et on va voir dans quelle mesure on... Alors vous mettez quoi dans la commission? D'autres ont dit vérité et réconciliation. Et vous mettez quoi? Ceux qui ont commis par exemple des actes délictueux dans le nord-ouest ou le sud-ouest, par exemple qui ont tué des soldats, on fait quoi d'eux? Bon, mais est-ce que vous pensez que ces choses-là, ça arrive seulement au Cameroun? C'est pas la première fois que ça arrive dans un pays. Malheureusement, on l'a vu dans certains pays, les gens sortis de ces commissions et faire partie des gouvernements et tout ça. Malheureusement, c'est ça la politique. C'est ça la politique. On a vu des gens qui étaient, je cite pas, vous connaissez les pays, et même des pays africains, où les gens ont été dans ces choses-là. Parce qu'à un certain moment, quand quelqu'un a rentré dans ces choses, c'est parce que il n'est pas seul, il ne se lève pas du coup, ils sont dans un, on l'encourage, et à un certain moment, il se retrouve dos au mur peut-être seul. C'est ça qui se passe en politique. À un certain moment, il y a des gens qui se retrouvent là en prison parce qu'ils ont été poussés. À un certain moment, c'est eux qui doivent payer les pots cassés maintenant. Et maintenant, ce sont les jeunes qui meurent, que ce soit ceux qui disent qu'ils sont dans le sécessionnisme et que les militaires, c'est notre jeune population qui est en train de mourir. Ce n'est pas les gens de mon âge qui sont là-bas sur le terrain.
Mais est-ce qu'on a assez fait? Est-ce qu'on a assez fait? Est-ce que justement la question du dialogue elle bloque actuellement? Si on nous dit que le dialogue est en cours, la commission a par exemple recueilli, vous l'avez rappelé vous aussi, toutes les attentes des populations sur le terrain. Donc vous dites qu'il faut appeler les partis politiques, il faut faire une commission pour en venir là. Mais est-ce que le président Paul Biya, à votre avis, entend ces appels? Bon, moi je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. C'est un politicien, il a beaucoup d'expérience par rapport à beaucoup de situations. Bon, il s'en est aussi sorti, mais cette situation particulière de la crise anglophone me semble un peu délicate. Me semble un peu délicate, qu'il faut l'aborder avec toute l'humilité possible. Et alors, cette humilité veut que une solution peut sortir d'une bouche que vous n'attendiez même pas. Alors c'est pour ça que je dis que les gens qui font de la politique, ce n'est pas un problème de niveau intellectuel. Les gens qui font de la politique, ils ont souvent un sens, un flair, surtout ceux qui ont là-dedans. Et cette situation ressemblait un peu à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. C'est-à-dire la guerre de... La guerre, parce qu'on nous a déplacés, nous sommes nés dans les camps de concentration. Donc, vous savez, dans notre zone d'union, on brûlait les plantations. Je me souviens, je voyais des gens qui ressemblaient plus ou moins aux populations de chez nous. Ils venaient là, ils nous brûlaient, ils nous chassaient des melons, brûlaient, donc on nous mettait dans les hangars et assis à 4 h du matin, on sifflait par tu ne sors pas. Oui. Et les gens qui restaient là dehors, bon, tant pis, c'était tant pis pour eux. À un certain moment, vous voyez les blancs qui circulent là avec les gens, comme je vous ai dit. Donc c'est pas très loin, c'est pas très loin de ça. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'on fait, mais on m'a dit que les gens sont partis. J'ai vu hier à la télé, ou bien les gens qui sont au Nigeria. Oui, il y a des réfugiés au Nigeria. Il y en a, il y a des gens qui sont dans la brousse par crainte et tout ça. À un certain moment, on a même parlé des enfants soldats désormais. Des enfants soldats. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas une situation qui est particulière au Cameroun, mais qu'il faut que ça s'arrête. À un certain moment, si nous faisons la politique, il faut qu'on trouve des moyens pour que ça s'arrête. On ne peut pas traîner une affaire comme ça là. Parce que plus vous traînez ça, plus ça prend d'autres ampleurs. Parce que les enfants qui sont là-dedans, ils vont grandir dans la guerre, ils ne savent même pas pourquoi ils font la guerre, pourquoi ils portent des armes. Il faut qu'on trouve un moyen pour que ça s'arrête. Je vois que bon, le gouvernement est en train d'essayer, ils essayent ça, ils essayent ça, ils essayent ça. Bon, essayons-nous ensemble pour que les gens d'un même parti, parce que quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes assis, vous pensez d'abord à votre pouvoir. C'est lui qui vient, qui n'est pas au pouvoir. Quand il est assis, ce n'est pas la même chose que vous. Donc essayons-nous ensemble, ceux qui ont le pouvoir, la force, ceux qui ont d'autres propositions, on propose des choses. Et puis les gens voient qu'on était là pour proposer les choses, et nous tous, on va sur le terrain pour voir si cette situation, et elle doit s'arrêter. Elle doit s'arrêter. Parce que sinon, ce n'est pas comme ça que le Cameroun doit fonctionner et ce n'est pas ce qui va nous amener vers l'émergence. Oui, parce qu'il y a aussi cette question des débordements. Il semble que le littoral commence à être, notamment le Mungo, et puis l'Ouest, d'une certaine manière, sont touchés de manière peut-être sporadique encore, mais ça commence à prendre une certaine intensité. Et justement, le risque peut être grand pour le reste du Cameroun. Mais vous savez que dans des situations de guérilla et la guerre, là, il y a toujours des aventuriers. C'est un domaine comme ça. Et surtout quand vous avez une population jeune où il y a beaucoup de chômeurs, on recrute facilement les gens pour faire les exactions. Et c'est pour cela qu'il faut éviter ce genre de problèmes. Parce que quand quelqu'un a son travail, quoi vivre, il ne peut pas prendre les armes et aller en bourse. C'est justement, on les recrute parmi les gens qui n'ont pas d'emploi. C'est pour cela qu'il faut rapidement que le problème cesse et qu'on revienne dans le problème socio-économique, qu'on essaye de stabiliser le Cameroun. Et ce que vous dites là, ça ne peut qu'être, si on dit ça, les gens qui ont été là-bas, je n'ai pas été là-bas, ça ne peut être que vrai. Et mais je vous dis qu'on recrute parmi les gens qui n'ont rien à faire. Monsieur le secrétaire général,
On a pratiquement fait le tour des sujets qui nous intéressaient, mais il y a encore une question quand même qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en rapport avec l'UPC, c'est le monument Oumyobé à Douala qui a été cassé par des chefs Sawa. Alors, on ne vous a pas entendu vous exprimer sur la question. Non, parce qu'il y a quand même des manières de faire, des manières différentes de faire la politique. Parfois, la précipitation, c'est pas bien. Bon, au moment où je voulais me prononcer, justement, les choses sont revenues dans l'ordre. Mais je voulais d'abord attendre pour voir de quoi il s'agissait. Mais je vous ai dit encore une fois, le peuple Sao et le peuple Bassa ont vécu très longtemps ensemble. Ils se connaissent dans leur caractère, leurs habitudes, leur manière de prendre certaines positions. Et quand vous vous connaissez, à un certain moment, vous parvenez toujours à avoir un peuple là-bas. C'est comme les étoiles qui sont à côté de Bassa là-bas et tout ça là. À un certain moment, vous connaissez. Quand le sang est chaud, c'est des deux côtés et tout ça là. Donc, ils se sont bien, ça a l'air de bien finir là, mais ça a rappelé aux Camerounais qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est des choses qui se passent comme ça. Ça a l'air de passager, mais ça donne quand même. Je crois qu'à Douala, maintenant, les gens comprennent que cette histoire de martyrs et tout ça, de tribalisme, de clanisme, risque de créer des problèmes. Mais je crois, on m'a dit, et les gens de mon parti étaient à la réunion là, que vraiment les gens, avec toute humilité, ils se sont ressaisis, ils ont accepté que ce n'est pas comme ça que ça devait se faire. Donc moi, je ne peux que, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous trouvez une famille en histoire, entrez là, mais vous ne savez jamais comment ça va se terminer. Oui. Alors, vous échangez avec quelques-uns de ces chefs Sawa, naturellement, c'est un événement qui a été très critiqué. Il est bien, comme vous nous dites, que les choses rentrent dans l'ordre de savoir que cette sérénité au sujet du monument Oumyobé à Douala est en train de revenir. Alors, monsieur le secrétaire général, les perspectives pour le Cameroun, ces élections sont centrales. C'est la présidentielle de 2018, c'est celle qui va définir un peu aussi, d'une certaine manière, la suite des événements. Vous voyez le gouvernement d'union nationale autour de Paul Biya, donc d'une certaine manière, vous ne voyez pas, vous n'adhérez pas à l'idée selon laquelle le président Biya a peut-être fait beaucoup de temps à la tête du Cameroun. 35 ans, c'est pas assez? Oui, mais moi je veux vous dire qu'un pays n'est pas une boutique. Bon, quand votre boutique est en faillite, vous la fermez. Mais on ne ferme pas un pays. Si on ferme un pays, on aurait fermé la Somalie. Ils sont restés là 10 ans sans président, sans gouvernement. Bon, maintenant, il a été là. Il a été là. Nous attendons, nous sommes quand même africains. Ce que nous devons éviter, c'est une transition brutale. C'est ça qu'on évite. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait de toute sa vie. Mais les gens disent qu'il aurait pu faire autrement. Et avec toute humilité, vous êtes dans un gouvernement. Sachez que vous pouvez faire ça, on vous dit que non. La voie aurait été cela. Bon, il a duré à la tête du gouvernement. Bon, mais 35 ans. 35 ans. Bon. Maintenant, là, qu'est-ce que vous voulez dans la situation actuelle? On aurait pu attendre à un changement depuis très longtemps d'ailleurs qu'il est là. On attendait que les gens fassent 10 ans et partent. Mais la situation est comme elle est. Et je vous ai dit, pour qu'il y ait un bon changement, il faut que la situation soit claire au nord-ouest, au sud-ouest. Vraiment, je ne veux pas changer. Parce que je ne vois pas autrement. Alors, je ne vois pas autrement. Faire une agitation aussi maintenant, ce n'est pas bien pour nous. Et il faut éviter qu'à un certain moment, les corps étrangers commencent à entrer dans notre pays. Que le semblant de paix que nous avons, ça a tourné à quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. Alors donc l'Union des populations du Cameroun choisit la voie de cette paix-là pour le moment. Et donc vous projetez cela, vous pensez, vous, si on vous demandait de faire un pronostic, qu'on pourrait revenir à peu près à quel délai à suffisamment de sérénité sur l'ensemble du Cameroun? Alors le délai de sérénité,
Peut-être que je ne comprends pas très bien la question. Oui, quel est le temps que vous voyez pour qu'on arrive à faire tout cela? On a eu prorogation du mandat des députés d'une année supplémentaire. Vous pensez qu'en cette année-là, ce sera bon? Je pense que ça peut être bon, pourvu que les options pour trouver les solutions soient des bonnes options, soit avec toute humilité, et qu'on considère que nous sommes dans un même pays, nous sommes les fils d'un même pays, et que, je vous ai dit, capital, que quand vous avez le pouvoir, vous réagissez en tant que les tenants du pouvoir. Et lorsque vous appelez les gens qui n'ont pas le pouvoir pour discuter ensemble, ça donne une autre forme. Et cette forme risque d'être d'ailleurs acceptée par les gens qui font les problèmes. Et je crois que si ça va rapidement, ce n'est pas un problème qui va dépasser un an. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Pierre Balegal-Nkott. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Oui. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cet entretien. C'est exclusivement dans le cadre de Géopolice sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour une nouvelle édition de Géopolice. En attendant, ne zappez pas, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.